Donc Loïc Cardiles, vice-président de l'AL. Bon, donc je vais vous parler de la télémédecine parce que c'est devenu une activité à part entière depuis l'avenant 6. Ouais, 6 du mois d'août 2018. Diapo suivante, Didier. Voilà. Donc la télémédecine regroupe 5 actes. La téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale via le centre 15. On va s'attarder essentiellement sur les deux premiers, qui est la téléconsultation et la téléexpertise, parce qu'elles donnent droit, depuis les avenants de la Convention, à des cotations spécifiques qui sont prises en charge par l'assurance maladie et les patients sont donc remboursés. Diapositive suivante. Donc téléexpertise, téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est quoi? Une téléconsultation, c'est une consultation qui se déroule à distance entre un patient et un médecin, à l'aide d'un système de caméra vidéotransmission sécurisée pour assurer la confidentialité et la sécurisation des données. Il faut obtenir le consentement préalable du patient pour cet acte de télémédecine, de téléconsultation. Il faut utiliser un équipement habilité, donc permettant, je vous le disais, la confidentialité des échanges et la sécurisation des données, et avoir vu au moins le patient une fois en présentiel dans l'année. Donc j'insiste sur quand même l'équipement, malgré qu'il y ait une faute d'orthographe là. L'équipement, ça veut dire que sécurisé, donc on exclut ce qui est FaceTime, WhatsApp, tout ça. On doit se servir d'outils qui permettent le chiffrement du flux vidéo pour sécuriser absolument les données de santé qui sont échangées entre le médecin et le patient. Et donc quel outil tu utilises? On en discutera tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors comment ça se passe en pratique? Le patient arrive sur votre plateforme de rendez-vous, prend rendez-vous en téléconsultation et au moment où le rendez-vous est validé, il va recevoir sur son téléphone ou sur son ordinateur un lien par SMS ou par mail pour se connecter sur une plateforme sur laquelle il va pouvoir se mettre en relation au moment du rendez-vous avec le médecin. Il n'a pas besoin d'avoir accès à un système dans une pharmacie ou dans un cabinet médical. Un téléphone portable équipé d'une caméra suffit, un ordinateur équipé des webcams suffit. Donc le patient se connecte, il va apparaître dans votre salle d'attente virtuelle, comme s'il était en présentiel dans votre cabinet. Donc vous lui dites je suis prêt, ou j'ai 2 minutes de retard, ou revenez plus tard, je suis vraiment trop en retard, donc il peut réactiver son lien. Mais en général, donc, vous faites votre consultation et vous avez votre patient en visuel. Ce patient, consultation en visuel, donc vous faites votre consultation comme d'habitude. Évidemment, il y a la limite de l'examen clinique qui ne peut pas se réaliser à tous les coups, pour la prise de tension par exemple, sauf si il va contacter des équipements qui permettront de prendre la tension à distance. On en reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez consigner donc toutes vos données dans votre dossier médical, votre dossier médical métier. Vous avez votre logiciel, vous faites votre consultation, et vous notez tous vos consignes, tout ce que votre examen clinique dans votre logiciel métier. À la fin de la consultation, vous pouvez envoyer au patient une prescription par un lien. Vous faites un PDF de votre ordonnance et vous lui envoyez un lien sur lequel il va pouvoir récupérer votre ordonnance. Prescription médicale, ou bien ordonnance de médicaments, examen biologique, etc. Comment se déroule le paiement? Initialement, le patient rentre son numéro de carte de crédit et est invité à rentrer son numéro de carte de crédit pour assurer le paiement en amont. Au moment où vous validez la consultation se termine, le patient sera débité du prix de la consultation. Et vous, par votre cabinet, votre logiciel de remboursement, vous allez pouvoir envoyer à la caisse d'assurance maladie une feuille de soins électronique en mode sésame ou dégradé. Diapositive suivante. Donc je vous disais 2 rémunérations, il y a 2 codes. Il faudra coter donc sur cette feuille de soins 2 codes. TC, téléconsultation pour les médecins spécialistes de 30 €. Et pour la consultation de médecins généralistes, c'est TCG
avec une consultation à 25 € sur lequel se rajoutent les suppléments, les compléments pour les enfants, l'examen gynécologique, tout ça. Plus les dépassements d'honoraires. Ça, dans le cadre des consultations, si vous prenez des dépassements d'honoraires dans le cadre de la consultation, vous pouvez appliquer votre dépassement d'honoraires. Par contre, on ne peut pas coter l'APC parce que ce n'est pas une consultation en présentiel, ce n'est pas un avis de spécialiste. C'est une nouvelle consulte. C'est une nouvelle consulte. Hein, voilà. Autre aide que nous avons, on a des aides structures dans le cadre c'est pas du CC, du ROPS, hein, des aides structures, 50 points. Quoi? Si, mais si, on l'a, on a le droit, le ROPS. Ouais, on l'a. Donc dans le cadre du ROPS, vous avez le droit à un forfait de 50 points à 7 €, vous donnant un forfait annuel de 350 €, vous permettant d'acquérir le logiciel ou le prestataire pour être remboursé. On en reviendra tout à l'heure. Et vous pouvez avoir un forfait structure pour avoir des appareils connectés pour la prise de tension, des électrocardiogrammes, ça c'est des choses beaucoup plus avancées. Donc on a le droit à des aides supplémentaires. Donc pour l'anesthésie, consultation en anesthésie, que dit l'ASFAR? L'ASFAR, conférence d'actualisation septembre 2018 lors du congrès, rappelle le cadre de la téléconsultation en disant que la téléconsultation, elle est valable pour les patients ASA 1, ASA 2. Toujours avec la notion de présentiel, avoir vu au moins une fois le patient dans l'année, en présentiel. Hein, donc ça limite un petit peu Quoi? Ça limite un peu, ouais, c'est sûr. Donc la SFAR valide ça. La SFAR va valider ça. Pour la téléconsultation, elle dit que vous avez fait votre consultation si vous avez récupéré les données de l'anamnèse du patient, la recharge d'allergie, vous pouvez vérifier les critères d'intubation par l'aide de la caméra et donner l'information préalable à l'acte au patient. Pour ça, la SFAR nous donne l'autorisation de faire une téléconsultation. C'est validé. Parce que derrière, elle dit que nous avons la visite pré-anesthésique obligatoire qui vient sécuriser la téléconsultation en anesthésie. Donc c'est sûr que nécessaire d'avoir vu le patient en présentiel dans l'année. Normalement, ça devait sauter dans l'avenant 8, mais ça a été rajouté. Et donc actuellement, avec le syndicat, on essaye de voir si on ne peut pas élargir aux ASA 1, ASA 2, éloigner, consultants d'un cabinet secondaire pour pouvoir éviter un déplacement au patient et pouvoir faire une téléconsultation. Diapositive suivante. Alors ça, c'est les outils que vous pouvez utiliser. Hein. Bon, il y a le fameux Doctolib, là, pour lequel on a commencé au département d'anesthésie au CHP. En Bretagne, on a la chance d'avoir le GSS Télésanté qui travaille avec Apisi. C'est aussi assez intéressant, Apisi, parce que c'est pas très onéreux, comme ça fonctionne bien, c'est pas très onéreux, et il y a 1 mois offert d'essai, hein, contrairement aux autres. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont mis sur le marché. Il y a TocTocDoc, depuis que j'ai fait la diapositive, il y a d'autres prestataires qui se sont mis en place. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on voit bien que ça a diminué. Ça a commencé en septembre 2018. Ça a commencé vraiment à bouger à partir du printemps 2019. Hein. La Caisse d'assurance maladie parle de 60 000 actes pris en charge et remboursés depuis la création de la téléconsultation, le remboursement de la téléconsultation. Diapositive suivante. Voilà, on est 60 000 actes, on est bien loin de ce qu'ils espéraient, 500 000 actes en 2019, 1,4 million en 2022, donc on voit bien que ça démarre tout doucement. Il faut savoir que c'est 85% les libéraux qui sont intéressés par la téléconsultation et qui sont prestataires. Voilà. Le deuxième point, c'est la téléexpertise. Alors là, le patient est absent. Il n'est pas là, il faut quand même avoir son autorisation et son accord. C'est un échange entre 2 médecins sur un avis sur un patient. Donc la présence n'est pas nécessaire. Elle doit se faire obligatoirement aussi là, sur une plateforme sécurisée et habilitée. Donc interdit les SMS, les WhatsApp, ouais j'ai vu ton patient, tiens je t'envoie une photo, c'est quoi, on verra. Il faut que ça passe pour des plateformes habilitées, que vous ayez la preuve que vous avez fait par une plateforme habilitée et que ça réapparaît dans le dossier de soins. Hein. Pour l'instant, c'est pas, diapositive suivante, on en parle sur là, c'est limité aux patients en ALD, en zone sous-dense pour les EHPAD,
pour les détenus et les maladies rares. Donc, et ça va être étendu en 2020 à la totalité des patients. Donc il y a 2 niveaux de téléexpertise. Un premier niveau qui donne une petite question simple entre un médecin et un autre médecin au sujet d'un patient. Le médecin requis n'est pas obligé de connaître le patient. Par exemple, vous pouvez demander un avis, un électrocardiogramme que vous envoyez sur votre plateforme à un cardiologue. Le deuxième niveau, le patient requis doit connaître le patient. Il le connaît dans la filière de soins, dans le réseau de soins. Ça peut être son cancéro, son pneumologue, son cardiologue. La question est un peu plus complexe, un peu plus, avec une réponse un peu plus approfondie. Dans les 2 cas, le médecin requis n'est pas obligé de vous répondre dans l'immédiat. Il peut différer sa réponse en vous répondant quelques heures plus tard ou 1 ou 2 jours après par mail sécurisé ou par échange de messagerie sécurisée. Chaque niveau donne une rémunération, 12 € pour le requis, une question simple, et pour le requérant, pour 5 €, 10 € pour une question d'un niveau un peu plus technique, et 20 € pour le requis. Ce que veut dire, en gros, c'est ce qu'on fait un petit peu tous les jours, ça permet de formaliser, rémunérer, tracer, tout ça. Mais j'insiste, c'est sur des plateformes sécurisées, habilitées. Diapositive suivante. Donc là, c'est, voilà, diapositive. Donc le niveau de question, par exemple, niveau 1, vous pouvez demander à un cardiologue niveau de titration de bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque. Vous pouvez envoyer un cliché de tympan à un ORL pour lui demander son avis. Vous pouvez envoyer un cliché à un dermatologue. Au-dessus, donc le patient le connaît, c'est adapté à un traitement dans le cadre des maladies inflammatoires digestives, ou bien adapter un traitement antiépileptique, antiparkinsonien chez un patient connu par son neurologue. Voilà. Diapositive suivante. Donc voici les outils actuellement qui sont mis en place, qui vous permettent de communiquer entre les médecins dans le cadre de la téléexpertise. Apicrit, voilà, tout le monde le connaît pour la messagerie sécurisée. Ils ont mis en place cet outil-là pour avoir une messagerie instantanée pour des réponses rapides. Créé par des médecins pour des médecins. Voilà, moi j'aime bien Apicrit. Ouais. Voilà, diapositive suivante là. C'est 60 € par an, c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Est-ce qu'on passe dans le cadre d'une médecine low cost? Est-ce qu'on est en train de vulgariser notre exercice de consultation? Moi, je ne crois pas. Si on le cadre bien, si on le développe nous-mêmes, hein, si on évite que ce soit des plateformes commerciales qui s'installent sur les territoires et qui proposent des consultations à distance comme ça. Et de toute façon, la loi et l'avenant encadrent tout ça et agit comme un garde-fou. Parce qu'il y a la notion de déjà-vu, il y a la notion de parcours de soins et il y a la notion de territorialité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une téléconsultation entre un patient qui habite Rennes et un patient qui est à Strasbourg. Là, il n'y aura pas de prise en charge sécurité sociale, il ne sera pas remboursé. Il y a une notion de proximité pour éviter l'hégémonie de plateformes commerciales qui existent déjà actuellement, qui proposent ce type de service à un patient, aux patients. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la téléconsultation, il faut le voir comme un nouveau service pour nos patients, pour pouvoir répondre à des questions simples ou faire des consultations pour des patients qui sont difficilement déplaçables parce qu'ils habitent loin ou leur état de santé ne le permet pas de le faire. Voilà, je vous remercie.